l'arbre fut la frisée. Il fut happé par Séco, qui le passa à Smee, qui le passa à Starkey, qui le passa au truand, qui le passa à plat de nouilles, et catapulté de l'un à l'autre, il atterrit au pied du terrible capitaine. Tous les garçons furent cueillis sans pitié à la sortie. Plusieurs se retrouvèrent dans l'air en même temps, comme des ballots de marchandises jetés de main en main. Wendy, qui sortit la dernière, eut droit à un traitement de faveur, avec une feinte galanterie. Crochet la salua d'un coup de chapeau, puis, lui offrant le bras, l'escorta jusqu'à l'endroit où l'on bâillonnait ses compagnons. Il le fit d'un air si distingué que Wendy, fascinée, en oublia de pleurer. Après tout, ce n'était qu'une petite fille. Qu'on nous pardonne de révéler qu'elle subit un instant le charme de Crochet, si nous dénonçons cette faiblesse. C'est qu'elle devait avoir d'étranges conséquences. Wendy aurait-elle refusé avec hauteur le bras de Crochet, ce que nous aurions été heureux d'écrire, on l'aurait lancé en l'air comme les autres. Crochet n'aurait pas été présent au moment où on ligotait les enfants. Il n'aurait pas découvert le secret de la plume. Et sans ce secret, il n'aurait pas pu attenter traîtreusement à la vie de Peter. Afin d'empêcher les garçons de s'envoler, on les avait pliés en deux, les genoux recroquevillés jusqu'aux oreilles, et l'on s'apprêtait à les lier chacun en botte. Pour ce faire, le capitaine avait coupé une corde de 9 bouts d'égale longueur. Tout alla bien, jusqu'au tour de la plume, qui se révéla aussi exaspérant que ses colis, qui accaparent toute la ficelle, et ne laissent plus rien pour faire le nœud. De rage, les pirates le bourraient de coups de pied, tout comme on s'acharne sur un paquet, alors qu'il serait plus juste de s'en prendre à la ficelle. Paradoxalement, ce fut Crochet qui leur intima de réfréner leur brutalité. Un air de malicieux triomphe lui retroussait la lèvre. Pendant que ses comparses suaient sang et eau à tasser d'un côté le malheureux la plume, qui aussitôt débordait de l'autre, le sagace Crochet fouillait d'un œil inquisiteur l'intérieur de ce colis réfractaire, à la recherche de cause et non d'effet, et sa jubilation montra qu'il les avait trouvés. La plume comprit que Crochet avait découvert son secret, à savoir qu'un garçon, si gonflé qu'il soit, n'a nul besoin d'un arbre là où un homme moyen se contente d'un bâton. Piteux la plume, comme il regrettait à présent son goût invétéré pour la boisson. À force de boire des quantités d'eau quand il avait chaud, il était devenu si bouffi qu'il avait dû en cachette élargir le tronc de son arbre pour s'y faufiler. Maintenant, le capitaine des pirates en savait assez pour être sûr de tenir Peter à sa merci. Pas un mot du noir projet qui germait dans les sombres cavernes de son esprit ne franchit ses lèvres. Il fit simplement signe d'emporter les captifs au bateau. Quant à lui, il désirait rester seul. Mais comment les transporter? On aurait pu les faire rouler comme des barriques jusqu'à la plage, si la majeure partie de la route n'avait pas été formée de marécages. Une fois de plus, le génie de Crochet surmonta l'obstacle. Montrant la petite hutte de Wendy, il déclara qu'elle servirait de moyen de transport. Les enfants furent entassés à l'intérieur. 4 robustes gaillards les hissèrent sur leurs épaules. Les autres se mirent en rang derrière, et l'étrange procession s'ébranla tout en chantant l'hymne au dieu des pirates. Si les enfants pleuraient, leurs pleurs devaient être noyés sous ces hurlements. Toutefois, avant de disparaître, la petite hutte lâcha un mince jet de fumée, comme pour narguer Crochet. Ce dernier prit très mal ce défi. Cela tarit jusqu'à la dernière goutte
seul, il s'approcha sur la pointe des pieds de l'arbre de la plume et s'assura qu'il pourrait descendre par le tronc. Longtemps il se tint là, à ruminer ses pensées, son feutre gisant sur le gazon comme un oiseau de mauvais augure, de sorte qu'une brise légère jouait dans ses cheveux. Si sombre que fût son dessein, ses yeux bleus gardaient la douceur de la pervenche. Il épiait de toutes ses oreilles les entrailles de la terre, mais tout était silencieux, en haut comme en bas. La maison souterraine semblait parfaitement vide. Peter dormait-il, ou attendait-il au pied de l'arbre de la plume, son poignard à la main? Le seul moyen de le savoir était de descendre. Crochet fit glisser doucement son manteau jusqu'à terre, puis, se mordant les lèvres jusqu'au sang, il pénétra à l'intérieur de l'arbre. C'était incontestablement un homme courageux. Pourtant, il dut s'arrêter un moment pour éponger son front qui ruisselait comme une chandelle. Alors, silencieusement, il s'élança vers l'inconnu. Il arriva sain et sauf à l'extrémité du tronc et s'immobilisa à nouveau, afin de reprendre haleine. À mesure que ses yeux s'accoutumaient à la faible clarté des lieux, il distinguait peu à peu la forme des objets. Mais le seul sur lequel son regard avide s'arrêta après l'avoir longtemps cherché et trouvé enfin, ce fut le grand lit, et sur le lit, Peter, profondément assoupi. Ignorant toute la stratégie qui s'était déroulée là-haut, Peter, après le départ des enfants, continua gaiement à jouer de la flûte, sans nul doute pour se prouver à lui-même que tout lui était bien égal. Ensuite, il décida de ne pas prendre son médicament, comme pour ennuyer Wendy. Puis, il s'étendit sur et non sous la couverture, rien que pour l'enfoncer davantage. Wendy les bordait toujours consciencieusement, car on risque de prendre froid sans s'en apercevoir au cours de la nuit. Enfin, il faillit pleurer, mais réalisant soudain comme elle serait dépitée si, au lieu de pleurer, il éclatait de rire. Il éclata d'un rire arrogant, en plein milieu duquel il s'endormit. Parfois, mais rarement, il rêvait, et ses rêves étaient des plus douloureux que ceux des garçons. Pendant des heures, il ne parvenait pas à s'extraire de ces cauchemars où il gémissait pitoyablement, et qui, d'après moi, devaient avoir trait au mystère de son existence. Dans ces moments-là, Wendy avait l'habitude de le tirer du lit pour l'asseoir sur ses genoux, et elle inventait toutes sortes de cajoleries pour le consoler. Lorsqu'il s'apaisait, elle le recouchait sans l'éveiller, afin qu'il ne sût rien de l'humiliant traitement qu'elle lui avait fait subir. Mais en ce moment, Peter dormait d'un sommeil sans rêve. Un de ses bras pendait hors du lit, une de ses jambes était repliée vers le haut, et le reste de son rire flottait encore sur sa bouche entr'ouverte, qui découvrait les petites perles blanches. Ce fut dans cette attitude sans défense que Crochet le trouva. Il se tenait silencieux au creux de l'arbre, contemplant son mortel ennemi à l'autre bout de la chambre. Nulle pitié n'allait donc attendrir son cœur endurci. L'homme n'était pas entièrement mauvais. Il aimait les fleurs, on me l'a assuré, et la musique légère, il ne se défendait pas mal au clavecin. Et peut-être sincère, le caractère idyllique de la scène le remua profondément. S'il avait écouté la voix de son meilleur moi, il serait remonté. Mais une autre chose l'arrêtait, l'air impertinent que Peter gardait jusque dans son sommeil, cette bouche entr'ouverte, ce bras pendant nonchalamment, cette jambe repliée. Vous narguerez avec un aplomb si offensant que le cœur de Crochet se durcit comme le roc. Si dans sa rage le capitaine avait explosé en 1000 morceaux, chacun de ces morceaux indifférents à la catastrophe se serait jeté sur le dormeur. La lampe qui éclairait faiblement le lit
laissa le capitaine lui-même dans l'obscurité. Au premier pas qu'il fit en avant, son pied rencontra un obstacle, la porte de l'arbre, vers le haut. Elle ne comblait pas entièrement l'ouverture du tronc, et jusque-là, Crochet avait regardé par-dessus. Il chercha le loquet et découvrit avec irritation que celui-ci était placé très bas, hors de son atteinte. Dans le désordre de ses pensées, il crut percevoir sur le visage et dans l'attitude de Peter une sorte de satisfaction narquoise qui porta sa fureur à son comble. Il secoua la porte, essaya de la défoncer. Son ennemi allait-il enfin de compte lui échapper? Mais qu'était cela? Ses yeux venaient de tomber sur le médicament de Peter, posé sur une tablette parfaitement à sa portée. Il devina immédiatement ce que c'était et sut que le dormeur était en son pouvoir. De peur d'être pris vivant, Crochet portait toujours sur lui une horrible mixture fabriquée par ses soins à partir de toutes les bagues à poison qui lui étaient tombées entre les mains. Cette décoction jaunâtre inconnue de la science était sans doute le plus virulent des toxiques. Crochet versa 5 gouttes de ce liquide dans la tasse. Ce faisant, sa main tremblait de joie plus que de honte, et s'il évitait de regarder le dormeur, c'était de peur de répondre à côté. Longuement il contempla sa victime avec une joie mauvaise, puis fit demi-tour et remonta à l'air libre, au prix de 1000 contorsions. Lorsqu'il réapparut, à l'autre extrémité du tronc, on eût dit le mal en personne surgissant de sa tanière. Rabattant son chapeau sur ses yeux, il s'enveloppa dans son manteau comme pour dérober aux ténèbres de la nuit le plus noir de ses éléments. Et il se fraya un chemin à travers la forêt, tout en se marmottant d'étranges choses à lui-même. Peter continua à dormir. La lumière de la lampe vacilla, puis s'éteignit, laissant la pièce dans le noir. Mais Peter dormait toujours. Le crocodile devait sonner 10 heures, quand enfin il s'assit subitement dans son lit, réveillé par il ne savait quoi. Quelqu'un frappait très doucement à la porte de son arbre. Ses petits coups prudents avaient une résonance sinistre dans le silence des lieux. Peter porta la main à son poignard, puis il parla. « Qui est là ?» Pas de réponse. Cela le fit palpiter d'émotion, ce qu'il adorait au reste. En 2 enjambées, il atteignit la porte. À la différence de celle de la plume, la sienne fermait entièrement l'orifice du tronc, si bien qu'il ne pouvait ni voir qui frappait ni en être vu. « Je n'ouvrirai pas, tant que vous n'aurez pas dit qui vous êtes, lança-t-il. Enfin, le visiteur se décida à parler, d'une voix qui tintinabulait joliment. « Laisse-moi entrer, Peter. » C'était Clochette. Rapidement, Peter lui ouvrit. Elle se précipita dans la chambre, rouge de surexcitation, et sa robe couverte de boue. « Qu'y a-t-il ? Devine, tu n'as droit qu'à 3 questions. » Assez plaisanté s'impatienta Peter. Alors, en une seule phrase, grammaticalement incorrecte, mais aussi longue qu'un ruban de prestidigitateur, elle lui raconta la capture de Wendy et des garçons. Le cœur de Peter bondit dans sa poitrine. Wendy, prisonnière sur un bateau de pirates, elle qui aimait l'ordre et la propreté. « Je la délivrerai », s'écria-t-il. Tout en bondissant sur ses armes, il aperçut son médicament. Voilà qui ferait un plaisir à Wendy, s'il le buvait, et il tendit la main vers le breuvage fatal. « Non !» cria Claude de sa voix perçante. Elle avait entendu Crochet se parler tout haut dans la forêt, et se vantait d'avoir empoisonné Peter. « Pourquoi non ?» demanda Peter. « C'est un breuvage empoisonné. » « Empoisonné par qui ?» Crochet. Ne sois pas sotte. Comment Crochet serait-il venu ici? Hélas, Clochette ne pouvait pas l'expliquer, puisqu'elle ignorait le secret de l'arbre de la plume. Mais les paroles du capitaine ne laissaient place à aucun doute.
y avait du poison dans la tasse de Peter. Si Crochet était venu, je l'aurais vu, protesta le garçon. Je ne dors jamais. Il porta la tasse à ses lèvres, pas le moment de discuter mais d'agir, vive comme l'éclair. Claude se plaça entre la bouche et la tasse et but le breuvage jusqu'à la lie. « Tu oses boire mon médicament » s'indigna Peter. Mais au lieu de répondre, la fée battait de l'aile, vacillante. « Claude, qu'y a-t-il ? C'était empoisonné, Peter, dit-elle doucement, et je m'en vais mourir. Oh, Clochette, tu as bu pour me sauver la vie. Oui, mais pourquoi, Claude ? Ses ailes la portaient à peine. Pourtant, elle vint se poser sur son épaule, lui mordit tendrement le menton et murmura à son oreille « Espèce d'imbécile !» Et elle se traîna jusqu'à son lit, où elle s'affaissa. Peter s'agenouilla tristement près de la petite chambre de Claude. La lumière de la petite fée pâlissait de minute en minute. Si elle venait à s'éteindre, ce serait pour toujours, et Peter le savait. Ses larmes causèrent un tel plaisir à Clochette qu'elle lui posa un doigt sur la joue pour les sentir rouler. Elle parlait d'une voix si faible qu'il ne saisit pas tout de suite ce qu'elle disait. Puis il comprit. Claude pensait qu'elle pourrait être sauvée si des enfants proclamaient bien haut qu'ils croient aux fées. Peter tendit aussitôt les bras. Il n'y avait pas d'enfants ici, et c'était la nuit. Mais Peter s'adressait à tous ceux qui rêvent au pays de l'imaginaire, et qui par conséquent se trouvaient plus proches de lui que vous ne le pensez. Garçons et filles en chemise de nuit, bébés peaux rouges suspendus aux arbres dans leur berceau. Croyez-vous aux fées ? Cria Peter. Clochette s'assit vivement sur sa couche, anxieuse de connaître son sort. Elle crut d'abord entendre des réponses affirmatives, mais elle n'en était pas certaine. « Qu'en penses-tu » demanda-t-elle à Peter. « Si vous croyez aux fées, cria Peter aux enfants, frappez bien fort dans vos mains. Ne laissez pas mourir Clochette. » Beaucoup applaudirent, certains s'abstinrent, et quelques garnements sifflèrent. Puis, les applaudissements cessèrent brusquement, comme si toutes les mamans du monde s'étaient précipitées en même temps dans les chambres des enfants pour voir ce qui s'y passait. Mais Claude était sauvée. D'abord sa voix tinta de nouveau, puis elle bondit de son lit. Enfin elle se remit à voltiger dans la pièce d'un vol plus joyeux et hardi que jamais. Elle oublia de remercier ceux qui avaient applaudi, mais elle aurait bien aimé tenir les voyous qui avaient osé siffler. Et maintenant, allons délivrer Wendy. La lune voguait dans un ciel lourd de nuages quand Peter émergea de son arbre, couvert d'armes mais peu vêtu. Quant au reste, ce genre de nuit ne convenait pas tellement à sa périlleuse entreprise, car il projetait de survoler le terrain de très près, afin de ne perdre aucun indice. Mais avec cette lumière intermittente, voler bas l'eût obligé à traîner son ombre parmi les arbres, ce qui risquait de déranger les oiseaux et d'avertir l'ennemi de sa présence. Du coup, il regretta d'avoir baptisé les oiseaux de l'île de noms pas trop barbares, si bien que ces farouches volatiles se laissaient difficilement approcher. Il n'y avait donc d'autre solution que de se frayer un chemin à la manière Peau-Rouge, dont heureusement il était un adepte fervent. Mais voilà dans quelle direction chercher. Rien ne l'assurait que les enfants avaient été amenés au bord du navire. La neige était tombée et avait recouvert d'une légère couche toute trace de pas. Un silence de mort pesait sur l'île comme si la nature était encore sous le coup d'un récent carnage. Peter avait initié les enfants à certaines coutumes de la forêt qu'il avait lui-même apprises de Lys Tigré et de Claude. Il espérait qu'en ces heures d'épreuve, les enfants s'en étaient souvenus.
La plume n'avait pas dû manquer l'occasion de faire une entaille aux arbres, par exemple. La frisée avait sans doute semé des graines, ou Wendy avait abandonné son mouchoir à un endroit bien en vue. Mais pour repérer de tels indices, il aurait fallu attendre jusqu'au matin. Or, le temps pressait. Les puissances d'en haut avaient choisi Peter pour cette mission, mais elles n'avaient pas l'intention de l'aider. À part le crocodile qui, à un moment, le dépassa, aucun être vivant ne manifestait sa présence. Pourtant la mort, il le savait, pouvait l'attendre à l'arbre suivant, ou surgir par derrière pour le surprendre. Il lança son terrible défi. « À nous deux, capitaine Crochet !» Tantôt il rampait dans les herbes comme un serpent, tantôt il bondissait à travers les clairières, baigné de lune, un doigt sur la bouche et son poignard prêt à frapper. Il était suprêmement heureux. Chapitre 14. Sur le bateau pirate. Une lueur verte lorgnant sur la rade du guide, à l'embouchure de la rivière des pirates, signalait l'endroit où louvoyait cet infâme repère du crime, le Jolly Roger, grasseux jusqu'à la coque et aussi répugnant qu'un sol souillé de plumes ensanglantées. Cette terreur des mers se passait de vigie tant l'horreur de sa renommée la protégeait de toute attaque. La nuit l'enveloppait de son épais manteau, qui ne laissait filtrer aucun bruit, si ce n'est le ronron de la machine à coudre de Smee. Pathétique Smee, si travailleur et si serviable, la crème de la banalité. Je ne sais ce qui le rendait si pathétique, peut-être sa parfaite ignorance de l'être. Quoi qu'il en fût, les hommes les plus virils devaient se détourner de lui pour ne pas céder à l'émotion que sa vue inspirait. Et certains soirs d'été, il avait attendri Crochet jusqu'aux larmes, mais de cela comme du reste, il était loin de se douter. Quelques pirates agoutés au bastingage s'adonnaient à la boisson dans les miasmes de la nuit. D'autres se vaudraient sur les barriques, jouant au dés ou aux cartes. Les 4 gaillards qui avaient transporté la petite hutte étaient affalés sur le pont, où jusque dans leur sommeil ils roulaient habilement d'un côté ou de l'autre pour éviter les coups de griffe que Crochet distribuait au passage. Crochet arpentait pensivement le pont. Ô homme insondable, c'était son heure de triomphe. Il avait à jamais écarté Peter de son chemin. Et les autres garçons captifs sur le brick marcheraient bientôt sur la planche. C'était le pire de ses exploits depuis le jour fameux où il avait mis Barbecue à sa botte. Quand on sait combien l'homme n'est qu'une outre de vanité, on ne serait pas surpris de voir Crochet parcourir le pont d'un pas vertigineux, la tête enflée par le vent de la gloire. Pourtant, nulle allégresse ne transparaissait dans sa démarche, qui se réglait sur le mécanisme de son esprit ténébreux. Crochet se sentait profondément abattu. Ce sentiment qui s'emparait de lui lorsqu'il se recueillait en lui-même dans la quiétude de la nuit provenait de son douloureux isolement. Jamais cet homme énigmatique ne se sentait plus seul qu'entouré de ses valets rampants. Non, il n'appartenait pas au même monde. Crochet n'était pas son vrai nom. Même encore de nos jours, révéler sa véritable identité mettrait le pays à feu et à sang. Mais ceux qui savent lire entre les lignes l'ont déjà deviné. Il avait fréquenté l'une des meilleures écoles. Il en avait gardé les usages qui restaient collés à lui comme des vêtements avec lesquels ils sont en effet plus d'un rapport. Aussi lui était-il déplaisant, même à cette période avancée de sa carrière, de prendre un bateau à l'abordage sans avoir fait sa toilette au préalable. Il affectait cette démarche traînante, privilège de l'éducation qu'il avait reçue, mais par-dessus tout, il avait concerté le culte du bon ton. Le bon ton, au pire de sa déchéance, il n'oubliait pas que c'était la seule chose qui importât vraiment. Des tréfonds de son âme montaient
un grincement de gonds rouillés, puis un tape, tape, tape sévère, martelant la nuit, comme quelqu'un qui ne trouve pas le sommeil. N'as-tu pas quelque peu détonné aujourd'hui? Telle était l'éternelle question. La gloire, cette clinquante babiole, voilà mon lot. Est-il vraiment de bon ton de chercher à se faire remarquer? Répliqua le tape des bienséances. Je suis le seul homme qui ait jamais grain barbecue, insistait Crochet, et Flint lui-même redoutait barbecue. Barbecue, Flint, de quelle famille sont-ils issus ceux-là? Cinglait la réponse. Question plus alarmante encore, n'était-il pas de mauvais ton de tant se soucier du bon ton? Ses pensées le torturaient jusque dans ses organes vitaux, telle une épine fichée dans son corps, plus acérée que la griffe, tant que durait ce supplice la sueur ruisselait de sa face cireuse jusque sur son gilet. Il avait beau s'éponger la figure de ses manches, rien n'endiguait ce flux. Ah, n'enviez pas le malheureux Crochet. Brusquement lui vint le pressentiment de sa ruine prochaine, comme si le défi terrible de Peter avait déjà atteint sa cible. Une mélancolique envie de prononcer ces dernières paroles s'empara de lui, de crainte que plus tard on ne lui en laisse pas le temps. Misérable Crochet, s'écria-t-il, son ambition l'aura perdu. À ces heures les plus sombres, il se citait à la troisième personne. Aucun enfant ne m'aime. Cette réflexion saugrenue ne l'avait jamais troublé auparavant. Lui était-elle inspirée par le ronron de la machine à coudre de Smee, monologuant à voix haute? Crochet contempla longuement Smee, en train de coudre placidement des ourlets. Le maître d'équipage croyait dur comme fer que les enfants avaient peur de lui, qui avait peur de Smee, surtout pas les gosses qu'il avait adorés dès le début. Il leur avait dit des choses abominables, les avait frappés avec la paume, parce qu'avec les poings, il n'aurait jamais pu. Mais plus que jamais, les enfants s'étaient accrochés à ses basques, et Michael avait même essayé ses lunettes. Dire au pauvre Smee que les enfants le trouvaient sympathique, Crochet en mourait d'envie, mais c'eût été trop cruel. Alors il retourna ce mystère dans son esprit. Pourquoi le trouvait-il sympathique? Il traquait cette énigme avec un acharnement de limier. Qu'était-ce donc qui rendait Smee si sympathique? La réponse jaillit terrible. Le bon ton. L'Irlandais possédait-il cette qualité sans le savoir, ce qui est le plus élevé de tous les tons? Poussant un cri de rage, le capitaine leva sa main de fer au-dessus de la tête de Smee, mais une réflexion suspendit son geste. Griffer quelqu'un sous prétexte qu'il fait preuve de bon ton, qu'est-ce que c'est? Une preuve de mauvais ton. Aussi impuissante que moite de sueur, le malheureux Crochet tomba en avant comme une fleur fauchée. Les hommes d'équipage le croyant hors circuit pour un moment, la discipline se relâcha aussitôt. Ils se livrèrent à une bacchanale effrénée, qui le remit immédiatement debout. Toute trace de faiblesse humaine était effacée de sa personne, comme s'il avait reçu un seau d'eau. La paix, cancre, où je vous ai tris. Le chahut cessa aussitôt. Les enfants sont-ils bien enchaînés? Ils ne risquent pas de s'envoler. Non, monsieur. Alors emmenez-les. On tira les garçons de la cale pour les aligner devant le capitaine, mais celui-ci ne semblait pas s'apercevoir de leur présence. Il flânait nonchalamment, tout en fredonnant non sans talent quelques mesures d'un refrain polisson, tandis que ses doigts jouaient avec un paquet de cartes. De temps à autre, son cigare jetait une lueur rougeâtre sur sa figure. « Maintenant, mes mignons, dit-il, avec vivacité, 6 d'entre vous vont passer sur la planche, mais j'ai besoin de 2 garçons de cabine qui se portent volontaires. » Ne l'irritez pas inutilement, leur avait recommandé
ne lui souriait guère, et son instinct lui soufflait qu'en la circonstance, il serait judicieux de rejeter la responsabilité de son refus sur une personne absente, quoique un peu nigaud. Il savait que seules les mères acceptent de jouer le rôle de tampon. Tous les enfants le savent, et tout en les méprisant pour cela, ne se privent pas d'en abuser. Aussi, la guigne expliqua-t-il prudemment. « Voyez-vous, monsieur, je ne crois pas que ma mère aurait aimé me voir devenir pirate, et la tienne la plume. » Il fit un clin d'œil à la plume, qui répondit comme à regret. « Je ne crois pas non plus. Et vous, les jumeaux ?» ?»« Moi non plus, dit le premier jumeau, pas plus bête que les autres, et toi, Bonzig. »« Arrêtez ça, rugit Crochet. » Et les porte-paroles furent brutalement remis dans leur rang. « Et toi, mon garçon, reprit Crochet à l'adresse de John, tu m'as l'air un peu plus déluré que le reste. N'as-tu jamais rêvé d'être pirate, petit gars ?» John avait déjà l'expérience de ce genre de tentation en classe de mathématiques, et cela le flattait d'être remarqué par Crochet. « J'aurais aimé m'appeler Jack les mains rouges, souffla-t-il timidement. C'est un nom qui a de l'allure. On t'appellera comme ça si tu te joins à notre équipage. Qu'en penses-tu, Michael ? Demanda John. Et moi, comment m'appellerait-on si je venais aussi, sans qui Michael ? Jojo, barbe noire. Qu'en penses-tu, John ? Fit Michael impressionné. Il voulait que ce fût John qui prit la décision, de même que John voulait que ce fût lui. Resterons-nous les sujets respectueux de sa majesté ? Il vous faudra crier « À bas le roi !» dit Crochet entre ses dents. Jusque-là, John ne s'était peut-être pas très bien conduit, mais son courage brilla soudain de tout son éclat. « En ce cas, je refuse !» s'écria-t-il en tapant sur la barrique qui se trouvait devant Crochet. « Moi aussi !» cria Michael. « Vive l'Angleterre !» clapit la frisée. Furieux, les pirates le frappèrent sur la bouche, tandis que Crochet rugissait. « Vous venez de signer votre arrêt de mort, qu'on fasse monter leur mère et qu'on prépare la planche. » Les garçons pâlirent en voyant Bill le truand et Seco apprêter l'instrument de leur supplice, mais ils firent brave contenant ce que Wendy parut. Les mots ne manquent pas pour décrire le mépris qu'éprouvait Wendy à l'égard des pirates. Aux yeux des garçons, le titre de pirate pouvait garder quelque prestige, mais tout ce qu'elle voyait, elle, c'est que le bateau n'avait pas été noyé depuis des siècles. Pas un seul hublot sur lequel on ne put écrire cochon avec son doigt. Et Wendy ne s'était pas gênée pour le faire, mais au moment où les garçons l'entouraient, elle n'avait de pensée que pour eux. « Alors, ma belle, dit Crochet d'une voix sirupeuse, on va voir ces enfants se promener sur la planche. » Ceci malgré, bien que n'ayant pas entamé sa prestance, l'avait fait transpirer si abondamment que sa fraise de dentelle en était toute maculée. Il vit que Wendy fixait son regard dessus, et il tenta vivement de la faire disparaître, mais trop tard. « Sont-ils condamnés à mourir ?» demanda Wendy, sur un tel ton de mépris qu'il faillit s'en trouver mal. « Ils le sont, répliqua-t-il avec hargne. « Silence, vous tous. Écoutez les dernières paroles qu'une mère adresse à ses enfants. » Wendy fut héroïque. « Voici mes dernières paroles, mes chers enfants, » déclara-t-elle d'une voix ferme. « Je vous dirai ce que vous aurez dit. Vos vraies mamans. Nous espérons que nos fils sauront mourir en bons et dignes Anglais. » Les pirates eux-mêmes écoutaient avec respect, et la guigne s'écria nerveusement. « Je ferai ce que souhaite ma mère, et toi, Zig, que vas-tu faire ? Ce que souhaite ma mère, et vous, les jumeaux. Ce que souhaite notre mère, et toi, John, que vas-tu faire ? » Mais Crochet avait repris sa voix et ordonna à Smee d'attacher Wendy au mât. Smee obéit. « Écoute, ma douce, souffla-t-il à la fillette, je te sauverai si tu me promets d'être ma mère. J'aimerais mieux
Ne pas avoir d'enfant du tout, répliqua-t-elle avec dédain. À mon regret, je dois dire qu'à ce moment-là, pas un garçon ne regardait de son côté. Tous les yeux étaient fixés sur la planche qui les attendait, pour une brève et ultime promenade. Ils ne pensaient pas plus à leur vaillante promesse. Ils ne pensaient plus à rien. Ils regardaient, transis de peur. Crochet leur sourit, les dents serrées, et se dirigea vers Wendy dans l'intention de l'obliger à regarder les garçons s'avancer un par un sur la planche fatale. Mais il n'alla pas jusqu'à elle. Il n'entendit pas le cri d'angoisse qu'il avait espéré lui arracher. Un autre son vint frapper son oreille. Tic, tac, tic, tac, tic. Pirate, garçon, Wendy, tous l'entendirent et toutes les têtes se tournèrent dans la même direction, c'est-à-dire non vers la mer d'où provenait le bruit, mais vers Crochet. Chacun savait que ce qui allait arriver ne concernait plus que lui. D'acteur, il redevenait spectateur. Le capitaine était affreusement changé, disloqué, comme si on lui avait déboîté toutes les articulations. Il s'affaissa en un petit tas. Le tic-tac se rapprochait régulièrement, précédé de son pronostic effrayant. Le crocodile se prépare à monter à bord. Même la griffe de fer pendait, inerte comme consciente que l'ennemi ne lui en voulait pas à elle intrinsèquement. Ainsi, abandonné de tous, un autre homme que Crochet se fut laissé aller au désespoir. Gisant les yeux fermés à l'endroit même de sa chute, mais le cerveau surhumain de Crochet luttait encore et sur ses yeux directifs. Le capitaine se traîna à genoux le long du pont, fouillant le plus loin possible de ce tic-tac. Les pirates lui ouvrirent respectueusement le passage. Quand il eut atteint le bastingage, il s'écria d'une voix rauque « Cachez-moi !» On l'entoura aussitôt. Tous les yeux se détournèrent de la créature qui montait à bord. Nul n'avait l'intention de lutter contre elle. C'était le destin. Lorsque Crochet eut entièrement disparu, la curiosité délia les membres des garçons, qui se ruèrent de l'autre côté du bateau pour voir le crocodile grimper à bord. Alors ils surent la plus étrange surprise que leur réservait cette nuit des nuits. Ce n'était pas le crocodile qui venait à leur secours, mais Peter. Il leur fit signe de se retenir de crier d'admiration pour ne pas éveiller les soupçons de l'ennemi, et il continua à tic-taquer. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ces 2 chapitres vous auront plu et qu'ils vous auront permis de vous relaxer. Sur ce, je vous souhaite de passer une très très bonne nuit. Et nous, on se retrouve à la prochaine lecture.